Mon mari me tend 3 billets de 10 000 francs CFA. Moi, Zina? MDRDR. Je me suis mise à rigoler devant tout le monde. À ce moment précis, je m'en foutais qu'on me prenne pour une folle. Moi, donc tu me donnes 30 000 francs CFA pour ma dot? Moi, Zina, après 7 ans de mariage et 3 enfants, c'est 30 000 francs CFA que je vaux. Marie, tu veux combien? Moi, la même chose que ta reine que tu épouses demain, 700 000 francs CFA qui nous a servi à faire la valise. Marie, tu es malade? Tu veux la même chose que ma femme? Oh, parce que moi je suis ta chienne. Réponds-moi, monsieur Touré, suis-je ta chienne ou la gardienne de ta maison et de tes enfants? Ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Tu le penses, et bien pire encore, tu devrais même me remercier de ne demander que 700 000 francs CFA, seulement la même somme qui a servi à faire la valise de ta femme, monsieur. Tu as dépensé plus d'1 million dans les préparatifs de ce mariage, alors ne me sors pas de mes gonds. Donne-moi mon dû, monsieur Touré. Aujourd'hui, tu es monsieur Touré pour toi, crie-t-il. Oui, tu es monsieur Touré pour moi, et si tu veux, j'augmente Ismaël. Je crie à mon tour. Donne juste ce que tu me dois. Il me regarde, je le regarde. Je ne baisserai plus jamais les yeux devant cet homme. Plus jamais. Il remet encore la main dans sa poche et cette fois-ci, il sort 7 billets de 10 000 francs qu'il ajoute aux 3 autres. Cela faisait 100 000 francs. Il me les tend à nouveau. Moi, si tu penses que je prendrais cette somme comme mon dû, tu te trompes. J'ai dit que je veux la même somme que ce qui a servi à faire la valise de ta femme, monsieur. Beau-frère, Zina, toi aussi, prends l'argent et on quitte d'ici, non? On a des choses à faire. Je ne prendrai rien du tout, beau-frère. C'est toi-même qui as frappé à ma porte il y a un mois, me disant avoir remis 700 000 francs CFA à ta femme, que je devrais l'accompagner au Nigeria pour l'achat des pagnes pour la dot de la femme de votre Benjamin célibataire, qui veut enfin se caser, n'est-ce pas? Tu as fait en sorte que je laisse mes occupations ce jour-là, alors que toi, tu savais pertinemment que c'était pour ma coépouse. Personne ne parlait. Tout le monde regardait Zina. Certains avaient pitié d'elle, tandis que pour d'autres, elle le méritait. Elle poursuit en ces termes. Zina, tu savais que moi, je n'avais pas reçu de valise de votre part. Vous tous ici présents étiez ceux-là même qui avaient supplié mes parents pour qu'ils acceptent ce mariage, et aujourd'hui tu me demandes de prendre 100 000 francs CFA comme mon dû. Zina, en essuyant ses larmes d'un revers de main, leur dit « Jamais, c'est soit 700 000 francs CFA, soit le mariage n'aura pas lieu. Point. » On voit l'oncle se lever, demander les 100 000 francs à son mari qui lui donne. Il appelle Zina ces termes. « Hé, petite insolente, viens ici. Tu penses que tu es chez toi ici? C'est la maison de tes parents ici? As-tu le droit de contester quelque chose ici? On t'informait juste du mariage. On ne demandait pas ta permission. Pour qui te prends-tu pour dire que le mariage n'aura pas lieu? » C'était silencieux. Personne ne parlait. Ismaël, de son côté, n'était pas du tout content qu'on traite sa femme comme ça, mais il ne pouvait rien y faire, parce que quand l'oncle est en colère, on peut entendre les mouches voler. Grand-oncle, on parle, tu parles tout simplement parce qu'on t'a donné la permission. Viens prendre vite cet argent, avant que je ne ferme les yeux et les rouvre, petite ingrate. Tu t'es nourrie, hébergée et habillée pendant ces 7 années dont tu parles. Lève-toi et viens prendre cet argent. C'est en larmes que Zina se leva, alla prendre les 100 000 francs par respect pour l'oncle. Elle regarda son mari en larmes, le cœur brisé en 1000 morceaux. Aujourd'hui, après 7 ans de mariage, elle est traitée comme une moins que rien dans son propre foyer en présence de cet homme qui lui promettait la lune. Ses larmes coulaient à flots. On lui avait retiré le droit de parler. Elle n'avait pas la liberté d'expression. On lui imposait une coépouse du jour au lendemain. Elle se demandait où elle avait failli. Elle accomplissait son devoir de femme chaque soir. Elle cuisinait, tout était propre dans sa maison. Il n'avait jamais exprimé son mécontentement, alors elle n'arrivait pas à comprendre. Mais on dirait qu'elle ne devait pas chercher à comprendre, elle devait juste accepter. Grand-oncle, puisque tout est dit et qu'elle a pris son dû, le mariage aura bel et bien lieu demain. Sans qu'il ne finisse, Zina se leva et prit la direction de sa chambre, puisque c'est une cour familiale qui comporte plusieurs chambres. Mais elle fut stoppée par l'oncle quand celui-ci lui dit « Le mariage religieux aura lieu à 10 heures, les traditions et coutumes à 14 heures, et la fête à partir de 16 heures. Si tu comptes aller quelque part aujourd'hui, alors je t'ordonne de revenir vers 15 heures, car les préparatifs commenceront ce soir à partir de 16 heures, et il est inadmissible que toi, la première femme, ne sois pas présente pour aider et guider les autres. J'ai fini. » Sans se retourner, Zina regagna sa chambre les larmes aux yeux. Elle était victime, mais elle n'avait personne pour prendre sa défense. Elle était seule, puisque sa famille vivait dans un autre village. Vers qui se tourner?
Elle se sentait seule et abandonnée par son propre mari, se demandant si elle pourrait supporter les jours à venir. Zina se demandait si elle pouvait supporter les jours à venir. Mais avait-elle vraiment le choix? Je ne pense pas. Bref. Mes larmes n'arrêtaient pas de couler face à l'injustice dont j'avais été victime ce matin. C'est avec le cœur meurtri que je regagnais ma chambre, trouvant ma fille aînée en train de bercer son petit frère. J'étais déjà prête à partir. Il ne me restait plus que mon sac à prendre. Je donne quelques recommandations à ma fille Lahana avant de sortir. Moi. Lahana, puisque tu ne vas pas à l'école aujourd'hui, tu vas tenir la boutique. Et s'il te plaît, sois vigilante, ne te laisse pas voler, ok? D'accord, Oumi. Lukman, mon deuxième garçon, me regardait. Que dis-je? Il me fixait. Je me demandais pourquoi il me fixait ainsi quand il s'exprima enfin. « Oumi, tu pleures ?» C'est là que je me suis rendu compte que je pleurais encore. Maudite larme. Lukman n'avait que 6 ans. Je ne devais pas lui faire assister à cette scène. J'essuie rapidement mes larmes avant de lui répondre. « Non, je ne pleure pas, mon bébé. C'est juste le sable qui est entré dans mes yeux quand je venais. »« Ok, Oumi, je peux t'aider à l'enlever en soufflant dessus ?» Je me courbe et lui tends mes yeux. Il se penche et souffle dedans tout en me demandant si ça va. « Ça va beaucoup mieux, merci, mon bébé. »« Je t'aime, Oumi, et je n'aime pas te voir pleurer. Alors, s'il te plaît, ne laisse plus le caillou rentrer dans tes yeux. »« C'est compris, chef. » m'exclamai-je en riant, ce qui le réjouit. Ah, les enfants. Je lui donne 250 francs et je donne 750 francs à Lahana. Lahana, à midi, tu vas payer à manger pour toi et tes frères, d'accord? D'accord, Oumi. Bye. Je pris la route pour Sirarou. Je n'avais pas digéré cette histoire, mais il était hors de question que je laisse ça me détruire. Je suis plus forte que ça. C'est à 14h30 que je revins de Sirarou avec derrière moi un camion chargé de charbon de bois. Je cherchais des gars pour le décharger et le classer. Une fois tout prêt, je les réglais et je regagnais ma chambre. J'ai pris d'abord un bon bain, puis je me préparais à prendre la route de Tikandou, au Nigeria, pour les œufs. Je finis, passai à la boutique voir mes enfants qui s'amusaient très bien en faisant mon possible pour que Salami, le dernier, ne me voie pas. Je fis un coucou de la main aux autres avant de partir, cette fois pour le Nigeria. J'arrivai à Tikandou 1h30 plus tard. Je regardai ma montre, il était 16h. Je me hâtai d'acheter mes marchandises. Après avoir fini, je pris place sous l'hangar de la vendeuse. Vous avez bien compris, je ne comptais pas rentrer pour les préparatifs. Je quitterai Tikandou à 18h pour être sûre d'être à la maison avant 20h, Inch'Allah. La vendeuse et moi bavardions. Je l'aidai même à servir certains clients jusqu'à l'heure de mon départ. Je n'avais pas vu le temps passer. C'est quand j'entendis l'appel du muezzin que je me rendis compte qu'il était 19h. Il me fallait vite un taxi. En cherchant, je vis la voiture de mon mari garée. Chaque mardi, lui aussi se rendait à Tikandou avec des vendeuses pour les ramener. Dès qu'il me vit, il vint à ma rencontre. Moi, je ne l'avais pas encore remarqué. Une fois en face de moi, il me salua. À l'entente de sa voix, je voulus faire demi-tour, mais c'était trop tard. Il m'attrapa par le poignet et dit « Il est 19h, tu ne trouveras pas de taxi à cette heure, alors laisse-moi te ramener à la maison. » Je le regardai droit dans les yeux avant de dire « Non merci, je vais me débrouiller seule. De toutes les façons, je suis seule. » Cette phrase de la jeune femme lui fit un pincement au cœur. C'était sa femme et il l'aimait. Comment faire pour retrouver leur relation d'avant, se demandait-il. « Écoute, ce n'est pas le moment de faire la têtue, s'il te plaît. Monte, on va partir. C'est toi que j'attendais depuis... » Il n'avait pas fini de parler quand l'une des femmes revendeuses, déjà installée dans la voiture, prit la parole. « Ismaïl, il fait nuit haut. Nous aussi, on a des maris qu'on a laissés. Et toi, Zina, monte vite, on va partir. Depuis 18h, on t'attendait. » Une autre femme. « Il refusait carrément de démarrer sans sa femme. Maintenant que tu es là, monte, s'il te plaît. » Zina n'avait pas d'autre choix. Son mari alla prendre ses marchandises qu'il mit dans le coffre avant de lui montrer où s'asseoir. Elle était en colère. Elle refoulait ses larmes qui voulaient couler. À cet instant précis, Zina ne voulait rien appartenant à cet homme devant elle. C'est après avoir inspiré et expiré qu'elle prit place dans la voiture, qui démarra aussitôt. À suivre dans votre série « Foyer polygamique ».